Le business est d'abord une question d'émotion, les amis. Et les gens, très souvent, prendront des décisions qui sont économiquement irrationnelles pour des raisons émotionnelles. C'est ce dont on va parler dans cette petite vidéo aujourd'hui. Et là, un petit peu le cadre dans lequel j'ai voulu. Vous voyez dans le café que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Toujours personne, il est 5h30 de l'après-midi. J'ai fini mon cappuccino, alors j'en profite pour faire un petit cigare. Et du coup, automatiquement, une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance en fait, de comprendre les émotions dans le business parce que trop souvent, des gens en fait considèrent que le business c'est une question d'économique pure, pensent que les businessmen sont des calculateurs, des gens très rationnels et que c'est toujours une question d'argent et de, comment dirais-je, de balance sheets, de chiffres à la fin d'une fiche Excel. Et en réalité, rien n'est plus faux les amis. Et je vais vous parler d'une petite expérience tout de suite, extrêmement intéressante pour vous illustrer ce propos. Alors, l'expérience en question les amis, c'est une expérience très simple. En fait, on demande à une personne, je mets comme ça pour que vous voyez bien, on demande à une personne, c'est deux associés en fait, et ils ont un deal ensemble. Et en gros, on demande à un associé, on dit voilà, tu vas gagner 100, tu peux donner, sur ces 100 que tu vas gagner, tu peux donner la somme que tu veux à ton associé. S'il accepte, vous repartez chacun avec votre somme, par exemple tu lui donnes 30, tu gardes 70. S'il refuse, aucun de vous ne gagne quoi que ce soit. La question c'est, rationnellement parlant, si on considère que les deux acteurs, les deux associés sont des individus strictement rationnels, quelle est la somme que le premier associé devrait donner à son pote pour gagner un maximum d'argent pour lui-même? Je vous laisse réfléchir. Et maintenant je vous donne la réponse. La réponse c'est 1. C'est 1 dollar. Parce que théoriquement, gagner 1 dollar, c'est toujours mieux que de ne rien gagner. Donc s'il dit à son pote, je te donne 1 et je garde 99, pour son pote, il vaut toujours mieux gagner 1 que de gagner 0. Donc si son pote était un individu strictement rationnel, eh bien, il prendrait les 1, puisque s'il les refuse, certes, son pote ne gagnera pas 99, mais lui-même ne gagnera pas 1. Donc théoriquement, si les deux personnes étaient strictement rationnelles, le bon choix serait de donner 1 à son associé. Sauf que quand cette expérience a été menée, il me semble que le threshold, en fait, la limite en dessous de laquelle l'associé refusait, je crois que c'était 30, voire 50. C'est-à-dire que si le gars décidait de faire, mettons, il décidait de faire moins de 70-30, en dessous de 30%, l'associé, en fait, c'est une expérience, hein, une expérience sociale, l'associé préférait effectivement ne pas gagner, donc se tirer une balle dans le pied, ne pas gagner 25, ne pas gagner 20, pour s'assurer que son pote, donc son pote dont il considérait qu'il tirait avantage de lui, ne gagne pas trop. Donc le gars préfère repartir avec 0 que de repartir avec 20 en se disant que son pote est reparti avec 80. C'est un exemple typique pour illustrer comment les gens sont capables, par jalousie, par haine, par envie, pour des raisons purement émotionnelles, de faire quelque chose qui est à leur désavantage, au lieu de faire le choix rationnel. Parce que fondamentalement, combien ton pote gagne, au fond, normalement, t'en as rien à foutre. Tu gagnes 50, tu gagnes 1000, tu gagnes 10 000, pour toi, gagner quelque chose devrait être toujours mieux que de ne rien gagner. Donc la personne devrait accepter même de gagner ne serait-ce que 1. Grosso modo, ce que je vais vous expliquer là-dedans, c'est que quand vous allez faire du business, vous allez parler avec des associés, vous allez parler avec des clients, il faut toujours garder ça en tête. Moi, vous savez que je fais du Airbnb, et c'est un domaine dans lequel cette mentalité-là, il est très très important de comprendre cette mentalité. Lorsque je vais voir un propriétaire et que je lui parle dans mon activité, vous savez, donc c'est de prendre l'appartement, le souler sur Airbnb, etc. Je pourrais lui dire, voilà, travaille avec moi, tu as tout avantage à travailler avec moi parce que A, B, C, D, etc. Puis de toute façon, ou même je pourrais lui dire, de toute façon, dans le pire des cas, je vais te payer ton loyer, donc pour toi ça change rien, autant que tu dises oui. Mais ce que je garde toujours en tête quand je parle au propriétaire, c'est que un type qui a passé 20 ans, qui a passé 30 ans à payer un prêt pour acheter un appartement, il ne va pas forcément être content qu'un jeune trou de balle comme moi prenne son appart, le foute sur Airbnb et fasse du profit grâce à son appart. Même s'il en tire un profit lui aussi, hein, on est bien d'accord. Et j'essaie toujours de présenter les choses vraiment en montrant à la personne les avantages qu'elle va tirer de cette négociation, de cette transaction, et comment en fait le fait de passer par moi est vraiment un avantage par rapport à passer par un locataire classique. Parce que je sais que le propriétaire, et il y en a qui préféreront d'ailleurs passer par des locataires classiques, même si ça veut dire
risquer de tomber sur un mauvais payeur, risquer de tomber sur quelqu'un qui va abîmer, qui va saccager, etc. Prendre ces risques-là, même si c'est quelqu'un qui est excédé par les locataires, parce que des fois on parle à des propriétaires qui sont complètement excédés, hein. Donc même si c'est tombé sur une personne qui est complètement excédée, qui en a marre, des locataires qui ne payent pas, ou qui font chier tout le temps pour un rien, ou qui cassent, ou qui salissent, je retiens ce discours-là. Je leur dis, vous en avez marre de ces gens-là, moi je peux travailler avec vous, tous ces problèmes vont être résolus, simplement je demande simplement le droit d'utiliser l'appartement sur Airbnb. Eh bien certains préféreront continuer de diminuer leur qualité de vie, parce que le fait de savoir qu'un petit enfoiré va utiliser leur appart et faire du profit en le mettant sur Airbnb, ça les dégoûte, ça les empêche de dormir. Je vais vous prendre un autre exemple. Lorsque vous travaillez avec un prestataire, par exemple, ne vous dites jamais, de toute façon je suis le moins cher, donc il ne changera jamais de prestataire, il n'ira jamais voir ailleurs. C'est une très mauvaise façon de faire les choses. Très souvent, un prestataire qui a bâti une relation client de plusieurs années, ou même de plusieurs mois, hein, avec un client qui a bâti une relation de plusieurs mois avec un prestataire, s'il s'entend bien avec ce prestataire, s'il a confiance en ce prestataire, il continuera à passer par ce prestataire, même si ce prestataire n'est pas le moins cher. Même s'il y a un autre mec qui va venir le voir dans une semaine, qui va pitcher un produit, et qui va dire voilà, moi je fais mieux pour moins cher. Et c'est pourquoi il y a des mecs qui sont des fois surpris, parce qu'ils ont un très bon produit, à un prix qui est imbattable. Ils se disent donc impossible que je perde des parts de marché. Et pourtant, un client qui pensait pourtant s'être mis dans la poche, qui pensait que c'était un acquis, va décider à un moment donné de changer, d'aller travailler avec quelqu'un d'autre pour des raisons qui leur échappent, puisque rationnellement parlant, il n'y a aucune raison de changer de client, il n'y a aucune raison de rompre ce partenariat. C'est parce qu'ils ne font pas attention à la partie émotionnelle. La partie émotionnelle, ça peut être plein de choses. Ça peut être le gars, il a fait une partie de golf avec un gars qui lui a dit, par exemple, je sais pas, vous faites des services, vous proposez des services informatiques. Et vous faites du très bon boulot, c'est pas cher, c'est moins cher, c'est 30% moins cher qu'ailleurs, etc. Ouais, mais il était au golf, le mec, c'est bien entendu avec un type, ou il s'est bien entendu avec une nana d'ailleurs, et elle lui a dit, bah, moi je fais des services informatiques, etc. Et en fait, c'est plus cher que vous. Et bien, si le gars s'entend bien avec cette personne-là, il est tout à fait possible qu'il rompe le partenariat avec vous, et qu'il aille avec cette personne, tout simplement parce que cette personne a une meilleure vibe. L'inverse est vrai aussi. Vous pouvez très bien aller démarcher quelqu'un, et ça c'est surtout vrai lorsque vous démarchez des personnes qui sont plutôt âgées. Vous allez démarcher une personne, vous lui dites voilà, la façon dont vous conduisez votre activité, c'est un peu old school. Vous perdez beaucoup de temps, il y a beaucoup d'inefficience dans votre boîte. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça, qu'on mette à jour ceci, qu'on mette à jour cela, qu'on modernise ceci, ceci, cela. Ça va vous coûter beaucoup moins cher, et vous allez gagner beaucoup plus d'argent, et en plus, vous allez avoir encore moins de prise de tête. Sur le papier, il n'y a aucune raison de refuser. Et pourtant, il est parfaitement possible que le gars refuse parce qu'il est habitué à son prestataire actuel, parce que son prestataire, tous les mois, il lui apporte une bouteille de champagne ou des huîtres, ou ils discutent politique et ils sont d'accord, ou je sais pas moi, ils cassent la blague, ou ils s'habillent pareil, ou ils ont un hobby en commun, ou bien simplement il a eu du mal à trouver quelqu'un de bien, donc il n'a pas confiance dans les autres. Et même si sur le papier vous avez que du bon à offrir, c'est-à-dire votre produit, votre service est vraiment supérieur à celui du prestataire actuel, eh bien vous n'obtiendrez pas ce marché parce que le client préfère continuer avec la personne qu'il connaît déjà parce qu'il apprécie cette personne, parce qu'il a confiance en cette personne, ou des fois aussi pour des raisons tout simplement d'inertie, hein. On préfère continuer à faire ce qu'on a toujours fait plutôt que de remettre en cause ou de changer parce que le changement, ça fait peur. Maintenant, prenons l'exemple d'une personne qui, elle, hésite à choisir un prestataire. Donc elle n'a pas encore de prestataire, elle hésite entre vous et un autre. Là, effectivement, comme il n'y a pas cette question d'inertie, puisque sur le... Attendez, je vais me lever, on va marcher un petit peu. Sur le papier, donc comme il n'y a pas cette question d'inertie, sur le papier, effectivement, ça va être important de montrer que vous avez un produit qui est vraiment supérieur, de montrer que vous avez un produit effectivement qui peut apporter du chiffre d'affaires, qui est meilleur, etc. Néanmoins, gardez toujours en tête que la partie émotionnelle est la plus importante. Alors évidemment, si votre prix, si le gars il fait 5 fois moins cher que vous, même 2 fois moins cher, bon effectivement ça va peut-être faire pencher la balance, mais bien souvent, s'il y a deux personnes, il y en a une qui se focus à fond sur le produit et sur le prix, va avoir le prix le moins cher, le meilleur produit, et l'autre qui se focus à fond sur le marketing, sur le branding, sur la construction d'une relation long terme avec son potentiel client, avec son prospect, je peux vous garantir que 9 fois sur 10, celui qui s'est concentré sur l'émotion, celui qui s'est concentré sur le marketing, celui qui s'est concentré sur la vente, va obtenir le marché. Et même des fois ce qui se passe, c'est que
Vous avez des gens qui vont trimer pour construire un produit, pour construire une offre, pour construire quelque chose qui soit un truc en béton armé. Et donc, il passe pas de temps à faire du marketing. Et l'autre, il fait que du marketing. Il n'a même pas de produit. Ce qui peut arriver, c'est que celui qui fait du marketing va réussir à convaincre mieux que vous. Il va avoir la part de marché. Et derrière, il va sous-traiter. Il va peut-être venir vous voir vous payer, comme vous faites moins cher, c'est encore mieux. Il vous paye moins cher. Et il facture au client plus cher. Et lui, il empoche tout simplement la différence. Et vous vous retrouvez en fait à bosser, entre guillemets, pour un type qui lui a tout misé sur la relation. Et tout misé sur le marketing. Donc gardez toujours bien en tête que le marketing, que l'émotion, c'est ce qu'il y a de plus important. Comment bâtir une relation? Comment utiliser l'émotion pour réussir à convaincre vos clients? Une des choses les plus importantes, les amis, dans le marketing, c'est poser les bonnes questions. La vente, contrairement à ce que beaucoup pensent, la vente, c'est pas harceler la personne, être hyper pushy, lui dire oh, mais vas-y, prends mon truc, machin, tu vas voir, ça va être génial. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui sait avant tout poser les bonnes questions. C'est exactement pareil, soyez en passant lorsque vous allez passer les entretiens d'embauche. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui sait poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, c'est demander à la personne à qui vous parlez de vous dire ce qu'elle veut entendre. Je prends un exemple très simple. Voilà les photocopieurs. Au lieu de dire à la personne mon photocopieur est plus rapide, mon photocopieur imprime pour moins cher, mon photocopieur ne tombe pas en panne, mon photocopieur ceci, mon photocopieur cela, demandez-lui pourquoi vous cherchez un nouveau photocopieur, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés avec le photocopieur que vous avez eu jusqu'à maintenant, et qu'est-ce que vous attendez d'un nouveau photocopieur. Le mieux, c'est toujours d'inciter sur les points de douleur. Lorsque la personne commence à vous donner les problèmes qu'elle a, prenons l'exemple, elle vous dit le mien il tombe tout le temps en panne. Il faut inciter sur ce point de douleur subtilement. C'est-à-dire vraiment faire réaliser à la personne combien ce problème lui coûte. Très bien, vous avez un photocopieur qui tombe tout le temps en panne. Tout le temps, c'est-à-dire combien de temps? Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? Une fois par mois, très bien. Quand ça tombe en panne, quels sont les problèmes que ça peut engendrer? Ah, vous n'avez pas le temps d'imprimer un contrat, il vous est arrivé une fois l'année dernière, vous me dites, le gars lui dit par exemple, bah voilà, il est tombé en panne, c'était le jour où j'avais besoin d'imprimer un truc super important, donc j'ai pas pu l'envoyer à temps, ensuite c'était le week-end, et le temps que je l'envoie, et ben mon client il s'est fait démarcher par quelqu'un d'autre, et j'ai perdu une part de marché, ça a fait perdre X millions, par exemple. Très bien, c'est à vous notez tout ça. Discutez avec la personne calmement comme ça pendant 20 minutes, une demi-heure, prenez des notes, et là, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder vos notes. Dire ok, vous m'avez dit que vous, votre problème principal, c'est la fiabilité. Vous n'arrivez pas à tomber sur les machines qui sont fiables, et vous avez toujours cette boule au ventre de vous dire est-ce qu'aujourd'hui on va avoir un problème pour imprimer les contrats, pour imprimer ceci, pour imprimer les fiches, pour imprimer cela. Le photocopieur que je vous propose précisément a été bâti avec la fiabilité en tête. C'est un photocopieur, le gars qui l'a mis au point, il s'est dit pour moi le plus important c'est la fiabilité parce que les entreprises recherchent de la fiabilité, parce que etc. etc. Et comme ça vous pouvez pitcher le mec sur le ou les points précis ou sur lesquels il souhaite être pitché tout simplement. Imaginez un mec qui suit ce type de méthodologie. En passant, vous pouvez lire un livre qui s'appelle Spin Selling, qui explique très bien comment utiliser cette méthode de vente. Et jusqu'à aujourd'hui, même les nouvelles méthodes de vente, c'est grosso modo ça, mais en remixé. Imaginez un type qui a un maître en la matière. Il sait faire ça, il sait poser des questions, il sait montrer de l'empathie, il sait montrer à son prospect qu'il le comprend, qu'il a réellement un produit qui est parfaitement calibré pour répondre à ses attentes. Et comparé à ça, à un type qui lui est focalisé uniquement sur le produit. Ah, il connaît son imprimante par cœur, il connaît les spécificités, il connaît les caractéristiques techniques, il connaît la vitesse d'impression, il connaît ceci, il connaît cela. À votre avis, lequel d'entre eux va remporter le contrat? Même si à la fin, il y en a un qui lui dit par exemple, je prends l'exemple hasard, il y en a un qui lui dit, le mec c'est un maître en marketing, et il lui dit, bah voilà, moi mon imprimante elle ne tombe pas une fois en moyenne tous les 3 ans. Mais il a posé les questions, il a travaillé le client, il a bien cerné que c'était ça le pain point de son client. Et il dit voilà, moi la mienne elle tombe une fois, en moyenne c'est une fois tous les 3 ans. Et l'autre c'est pas un expert du marketing, il connaît son produit, il liste les caractéristiques, il dit voilà, nanana, vitesse d'impression, etc., le prix, etc. Et en plus elle tombe en panne qu'une fois tous les 5 ans. Théoriquement il a un produit supérieur, il a un produit qui est encore plus fiable. Donc il, en théorie, est capable de répondre aux attentes du client encore mieux. Mais dans la discussion qu'il a avec son client, la partie fiabilité finalement n'est qu'un point parmi d'autres. Il n'a pas été capable de montrer à son client qu'il comprenait l'importance de la fiabilité. Et je peux vous garantir, entre ces deux personnes, celui dont l'imprimante tombe en panne une fois tous les 3 ans,
obtiendra le contrat sur celui dont l'imprimante ne demande pas qu'une fois sur les 5 ans. Même si sur la question même de la fiabilité, qui est la question la plus importante pour ce client, celui qui est à fond dans son produit a un meilleur produit, comme il n'a pas été capable de montrer à son client qu'il avait compris que c'était ça le pain point, que c'était ça la difficulté à résoudre, il n'a pas été capable de communiquer avec son client pour faire comprendre à son client combien réellement il perdait d'argent à cause de ce problème en particulier, il n'obtiendra pas le contrat. Ce qui peut même se passer, c'est que le mec qui est fort en marketing, il va avoir le contrat, il va signer le contrat. Derrière, il va aller voir l'autre mec, il va lui dire tes machines là, qui ne demandent pas une fois sur 5, là, t'en as encore à vendre. Il va les acheter, il va les vendre à l'autre mec à 2 fois, 3 fois plus cher, parce qu'il aura su comprendre le client, il aura su qualifier le client, il aura su mettre en confiance le client. Et non seulement c'est lui qui aura le marché, mais c'est lui qui récolte tout l'argent en faisant 0% du travail. Je vous ai pris l'exemple des photocopieurs, c'est un exemple des US, c'est un exemple qu'on prend pour, quand on parle pour illustrer cette problématique. Évidemment, maintenant on ne vend plus de photocopieurs, je vous dis tout de suite, maintenant tout est digital. Mais quel que soit le service que vous allez vendre, que ce soit des photocopieurs, que ce soit des services digitaux, des services en tant que freelance, gardez toujours ça en tête. Posez des questions et prenez des notes. En entretien d'embauche, et vous savez qu'il y a énormément de parallèles entre un rendez-vous de vente et un entretien d'embauche, c'est aussi une technique extrêmement puissante. Posez des questions à votre intervieweur. Demandez-lui pourquoi il cherche à recruter un comptable. Demandez-lui quels sont les challenges qu'il a eu jusqu'à maintenant. Quels sont les projets qu'il a pour l'année prochaine. Quelles sont les étapes qu'il souhaiterait voir s'accomplir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, si cette collaboration venait à avoir lieu. Comme ça, le gars va tout vous dire. Ben voilà, on a des problèmes là, nous ce qu'on voudrait faire c'est ça, 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 ça. Une fois que vous avez tout dit ça, vous dites ok, vous répétez, vous paraphrasez. Vous m'avez dit ça, vous avez des problèmes avec ça, ça, ça. Moi j'ai des compétences là-dedans, là-dedans, là-dedans. J'ai travaillé avec tel client, on a fait ça, on a fait un truc, c'est exactement pareil que vous. On a réussi à obtenir tel résultat. Et non seulement vous lui montrez que vous l'avez compris, mais même vous lui montrez que vous savez comment résoudre son problème et que même vous l'avez déjà résolu pour un autre client. Imaginez un type qui conduit un entretien d'embauche, que ce soit un entretien d'embauche en tant que salarié, en tant que freelance, ou un rendez-vous client pour vendre un service en tant qu'agence, qui applique ces méthodes-là. Et comparez ça à un mec qui lit un prospectus. Alors on fait ça, 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 ça coûte tant, c'est tel prix, ça dure combien de temps, etc. À votre avis, lequel des deux obtiendra le marché? Je peux vous le garantir à 100% que ce sera le premier qui obtiendra le marché. Même si techniquement, il est moins bon. Je prends l'exemple une métaphore qui est un petit peu dégueulasse, mais peut-être un petit peu exagérée, mais qui à mon avis est très vraie. Il est toujours plus facile de vendre une merde empaquetée dans de l'or qu'une barre d'or trempée dans la merde. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un pote qui est dans la finance. Il me disait dans son secteur d'activité, 90% des gens sont des incompétents. Et pourtant ils sont surpayés. C'est pareil dans la tech. C'est pareil dans tous les domaines de pointe. Parce qu'en fait c'est tellement dur de trouver des mecs qui sont réellement compétents, qui sont réellement bons, qui savent vraiment ce qu'ils font, que même le type qui est à moitié compétent, qui sait un peu faire, il est déjà surpayé. Surtout s'il sait se vendre. Surtout s'il a su mettre l'entreprise ou le client en confiance. Misez toujours sur l'émotion, les amis. Misez toujours sur l'émotion. Misez toujours sur les résultats concrets. Et misez toujours sur la preuve sociale. Montrez que vous l'avez déjà fait pour quelqu'un d'autre. Et que vous avez déjà obtenu des résultats pour quelqu'un d'autre. Ce sera toujours 1000 fois plus puissant que de dire j'ai tel diplôme, j'ai telle compétence, je sais faire ça. Ne me dis pas ce que tu sais faire. Montre-moi ce que tu as fait avec quelqu'un d'autre qui correspond à ce que moi j'ai besoin. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant que de dire moi je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Moi je. C'est ce genre de conseils dont je vous parle quand je vous dis que je vous envoie des tips puissants, concrets et actionnables dans ma newsletter. Donc pour ceux d'entre vous qui avaient apprécié ces petits tips, je balance ça régulièrement dans The Lounge. The Lounge, c'est ma communauté de contacts privés à qui j'envoie des conseils. Donc c'est en version condensée. Là, vous avez vu, j'ai parlé pendant 20 minutes. Évidemment, dans la newsletter, c'est fait pour être lu en 2 minutes, en 3 minutes, en 5 minutes. Si vous voulez des conseils, business, freelance, entrepreneuriat, mindset, très important. Pour moi, le mindset est extrêmement important. Et ou expatriation. Des conseils pour construire des systèmes qui vous permettent d'accueillir à terme. Ça ne va pas se faire en un jour, je vous le dis tout de suite, mais de mettre en place les bases de votre libération financière, de votre libération géographique, pouvoir bouger d'un endroit à l'autre, que ce soit simplement pour voyager, que ce soit pour fuir peut-être un état qui devient hostile. Ça se passe dans The Lounge.
Vous cliquez dans le lien en description, c'est gratuit, vous vous inscrivez. Il y a déjà plein d'articles dessus que vous pouvez lire, qui vont vous enrichir, qui vont vous aider à vous lancer. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois pour un épisode sur Père Digital. Passez une très bonne journée. Ciao.